Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'entrevue du groupe socialiste universitaire, dans laquelle nous avons l'honneur de recevoir ce soir notre ancien Premier ministre, M. Bernard Cazeneuve. Je remercierai premièrement Samir Lasoued, secrétaire général national du GSU, Oriane Texera-Levleux, président du GSU, l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, et Ronan Langlois, président du GSU, l'Université Rouen-Normandie. Merci à tous d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle entrevue. Le groupe socialiste universitaire est une organisation de recherche et de formation animée par des étudiants comme des enseignants-chercheurs qui travaillent ensemble dans un esprit de co-construction. Depuis maintenant près de 3 ans et dans plus d'une dizaine d'universités partout en France, les membres du groupe socialiste universitaire travaillent à des projets d'élaboration de politiques publiques avec une diversité d'acteurs, mais aussi à la publication de notes d'actualité. Il est notre ambition de tisser un lien nouveau entre ces étudiants et leurs enseignants pour qu'ils puissent travailler différemment et que les élèves puissent notamment se former à l'animation de groupes de recherche. Aussi, chaque mois, nous interrogeons un acteur politique, un universitaire ou un penseur sur un sujet qui fait l'actualité, mais surtout sur sa vision des enjeux qui font et structurent notre vie collective, les enjeux majeurs de la vie publique et politique française. L'un de ces enjeux, c'est la République, c'est sa promesse et son idéal. La République, c'est une histoire tumultueuse. Il aura fallu près de 100 ans pour que s'impose après 1793 la République en France, et ses dysfonctionnements et ses dévoiements n'ont cessé de ponctuer son histoire depuis. La République, ce sont des principes qui nous éclairent. L'article 1er de la Constitution de 1958 dispose que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Indivisible, c'est l'intégrité territoriale et l'unité politique de notre pays. Laïque, c'est la libre conscience et le libre exercice des cultes. Démocratique, c'est la voie contre le despotisme. Son principe reconnu à l'article 2, la formule de Gettysburg, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et enfin, social, c'est l'affirmation de notre attachement à la solidarité nationale. Cette déclaration de principe est complétée par notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est le passage de la sujétion aux droits garantis par la citoyenneté. L'égalité, c'est la condition sine qua non de cette liberté. La fraternité, c'est vivre et faire société. Ces principes dont on ne saisit pas toujours leur matérialisation finissent par nous éblouir bien plus qu'ils nous éclairent. C'est ainsi que nous essaierons de répondre ce soir au questionnement suivant. La République n'est-elle qu'un idéal? Si oui, faut-il le déplorer? Sinon, comment le réaliser? Monsieur le Premier ministre, Monsieur Bernard Cazeneuve, merci d'être avec nous, d'être parmi nous ce soir. C'est un réel honneur de vous recevoir pour cette seconde édition de l'entrevue. Je tâcherai de peindre un bref portrait de votre parcours politique avant de revenir à ce qui nous intéresse ce soir. Vous avez été élu local, maire d'Octeville, puis de Cherbourg-Octeville, conseiller régional et vice-président du Conseil régional de Basse-Normandie et président de la communauté urbaine de Cherbourg. Vous avez été parlementaire, député de la Manche à plusieurs reprises. Vous avez surtout exercé d'importantes et diverses fonctions ministérielles. Vous êtes nommé ministre délégué aux Affaires européennes dans le premier gouvernement Ayrault, ministre délégué au budget dans le second, après le départ de M. Cahuzac, puis ministre de l'Intérieur durant les gouvernements Valls. Et on s'en souvient tous, au moment d'une série d'attentats qui a touché et meurtri notre pays. C'est à la suite de la démission de Manuel Valls que vous êtes nommé à Matignon et que vous concluez les 5 derniers mois, des 5 dernières années de la mandature de M. le Président de la République, François Hollande. De cette vaste et conséquente expérience d'homme d'État, de responsable politique, qu'est-ce que représente pour vous l'idéal républicain? Je pense que pour répondre à cette question, il faut visiter le temps long de l'histoire de notre pays et comprendre quels ont été les process par lesquels s'est construite l'identité française, l'identité politique française. Nous sommes dans un pays dont la construction politique est incontestablement singulière. L'État a en France préexisté à la nation. La nation s'est incarnée progressivement dans l'État, la nation d'ailleurs comme un projet politique qui portait la souveraineté, la nation également comme contrat entre des citoyens décidant de faire ensemble société autour d'une communauté de valeurs. Et la nation a eu besoin, à un moment donné, dès lors qu'elle s'incarnait dans l'État, de
porter des principes, des valeurs susceptibles de créer le rassemblement du plus grand nombre, de manière à ce que l'unité de la société s'en trouve garantie. Et vous disiez tout à l'heure, l'article 1er de la Constitution de 1958, que la République est indivisible. Elle est en effet une et indivisible depuis les origines de son histoire. Et si elle est une et indivisible, c'est parce que les concepteurs de la République en France ont toujours considéré qu'elle n'était pas un concept, qu'elle n'était pas un régime vide de sens, mais qu'au contraire, elle était un dispositif institutionnel porteur de principes, de valeurs et de sens. Donc, lorsque l'on se réfère au temps long de l'histoire, on voit que l'idéal républicain a d'abord porté une ambition politique, des institutions, une conception de la nation, une indivisibilité de la nation, c'est-à-dire une forte propension du système politique par les valeurs qu'il porte à créer les conditions du vivre ensemble et une respiration démocratique, vous l'avez dit aussi en évoquant l'article 1er de la Constitution, c'est une aspiration à la liberté, au respect de la position de l'autre lorsqu'elle n'est pas celle que nous avons au fond de nous et qui correspond à nos convictions, une volonté d'en faire en sorte que le débat démocratique puisse exister, donc reconnaissance des libertés individuelles et collectives, de la liberté de la presse, possibilité pour les citoyens de participer à ce débat en ayant accès à l'éducation qui est dans l'idéal républicain et nature à permettre à chacun d'exercer sa libre conscience. Et qui dit libre conscience dit refus de voir toute forme de croyance, qu'elle soit politique, philosophique ou religieuse, exercer sur les citoyens une pression qui les empêche d'être libres, d'où le principe de laïcité qui conduit l'État à se tenir à distance de toutes les religions, non pas parce que la laïcité est un principe d'hostilité à l'égard des religions, mais parce que la possibilité pour chacun de choisir la religion de son choix, ou alors de ne pas en avoir du tout, suppose que l'État se tienne à distance de chacune d'elles. Donc l'idéal républicain, c'est une conception de la nation, c'est une volonté de faire en sorte que par-delà ce qui nous différencie, nous puissions faire société en vivant ensemble au sein d'un pays dont l'unité et l'indivisibilité est considérée comme sacrée. D'ailleurs, le processus de centralisation un peu jacobite, parfois critiqué, qui a présidé à l'émergence et à la consolidation de la République. Et la République, c'est enfin une ambition d'égalité réelle, de justice sociale et de respect de l'autre, parce que sans égalité réelle, sans justice sociale, sans respect de l'autre, l'unité et l'indivisibilité de la République, qui est à des dimensions de caractère universel des valeurs portées par les républicains, n'est pas possible puisque la justice fracture, parce que les inégalités opposent et parce que le non-respect de la position de l'autre est un facteur de dissolution et de dislocation de la nation, parce que la nation suppose que des hommes et des femmes qui ne pensent pas la même chose sur tous les sujets puissent avoir un creuset de valeurs communes suffisamment fort et dans lesquelles ils se reconnaissent pour accepter malgré tout de vivre ensemble. Donc pour moi, c'est tout cela à la fois idéal républicain. C'est une aspiration profonde à l'égalité, à la justice, à la liberté. C'est l'acceptation d'un combat permanent qui doit être remis tous les jours sur le métier pour que ces joyaux, qui sont aussi des objets fragiles, ne soient jamais brisés par la foule, par la colère, par les emportements. Et c'est la volonté de faire en sorte que, par la possibilité d'accéder à cela, l'unité et l'indivisibilité de la nation s'en trouvent confortées. Merci beaucoup pour cette réponse. Vous parliez notamment de la question du vivre ensemble et du commun. Justement, donc, l'enquête Valeurs a été menée pendant 40 ans dans tous les pays européens, notamment en France, par un partenariat d'organismes, parmi lesquels le ministère de la Recherche, France Stratégie ou encore Sciences Po Paris. Dans un contexte de l'accroissement et de l'abstention, de défiance accrue vis-à-vis des formations politiques, cette enquête avait pourtant montré en 2018 l'attachement des Français au système démocratique, avec plus de 90% des Français qui affirmaient leur soutien à ce type de régime. Cependant, dans le même temps, un sondage réalisé récemment, le 11 mars 2021 par l'IFOP, révèle que le lien des Français avec le modèle républicain est bien moins consensuel. Seulement 67% des Français, soit un tiers de moins,
pense que la République est le modèle à suivre dans les années à venir. Comment expliquez-vous ces divergences de point de vue parmi les Français concernant le système républicain, alors même que le régime démocratique demeure un idéal commun? D'abord, je voudrais être sûr que l'idéal démocratique demeure un idéal commun, et parce que je voudrais être garanti que l'on met derrière le concept de démocratie la même chose. Et quand je vois le succès des démocratures à travers le monde et la tentation d'un certain nombre de pays européens de céder à leur charme, notamment à l'est de l'Europe, mais aussi à de grandes démocraties de se laisser aller aux facilités du populisme, parfois sous l'impulsion de présidents les ayant conduits sur des chemins hasardeux, et les images du Capitole, il y a de ça simplement quelques semaines, pris d'assaut par une foule ivre de rage, témoignent du mal qui peut s'emparer d'un pays qui a symbolisé longtemps aux yeux du monde les valeurs démocratiques, au point d'ailleurs de prétendre les exporter par-delà ses propres frontières, parfois par l'extraterritorialité de son droit. On voit que la démocratie est un régime fragile qui subit aujourd'hui des coups de boutoir et des assauts, et que parmi les Français, certains peuvent à un moment donné considérer que, sans remettre en cause la dévolution du pouvoir par le suffrage universel, on puisse accepter une remise en cause des libertés au sein du système démocratique pour davantage d'efficacité. Donc, je vois bien les résultats de ce sondage, mais les résultats de ce sondage, pour ce qui concerne l'adhésion à la démocratie, doivent être, selon moi, pondérés par l'évolution de ce concept et la tentation populiste qui existe au sein des démocraties, et qui, sans remettre en cause l'évolution du pouvoir par le suffrage universel, peut conduire les démocraties à changer de nature et à tangenter l'esprit et parfois la valeur des démocratures, c'est-à-dire de la démocratie avec moins de liberté sans pour autant moins de dévolution du pouvoir par le suffrage universel. Deuxième point, la République, je vous ai dit ce qu'elle était à mes yeux. Et la grande fragilité de ce régime réside dans sa force. C'est-à-dire que, aussi longtemps que le régime tient sa promesse, il crée les conditions de la cohésion en son sein et de la puissance de la nation pour exprimer l'universalisme de ses valeurs. Mais dès lors qu'il est plus difficile de créer les conditions de l'égalité réelle, que le sentiment de la relégation gagne, que des territoires au sein d'une république censée être une et indivisible ont le sentiment d'être les oubliés de l'État central. Lorsque l'école, qui était dans la promesse républicaine, articulée d'ailleurs à la notion d'égalité, le lieu où la méritocratie pouvait s'exprimer et où les Français, quelles que soient leurs origines, pouvaient avoir une chance d'accéder à la connaissance, au diplôme et à la réussite sociale, et au progrès social, ne joue plus ce rôle aussi bien qu'elle le joue auparavant, avec le phénomène de l'échec scolaire, du décrochage scolaire, de la difficulté d'enseigner dans certaines zones que l'on appelle les territoires de la République, perdus de la République, et où la déscolarisation gagne. Eh bien, la promesse républicaine a moins de force qu'elle n'en avait auparavant. Et lorsque les inégalités se creusent de façon spectaculaire, la promesse égalitaire de la République s'en trouve considérablement abîmée. Et le scepticisme de ceux qui croyaient à la consubstantialité de l'égalité à la République se trouve bien entendu abîmée elle aussi. Et donc, si la République suscite moins l'adhésion aujourd'hui qu'elle n'en suscitait hier, à mon avis, avec la démocratie également, pour les raisons que j'indiquais auparavant, c'est parce que la promesse qu'elle portait n'est plus réalisée par elle avec autant d'efficacité que par le passé. Et je pense que si l'on est socialiste, et que l'on croit à la République, à la nation, à l'universalisme, qu'on croit à la justice, à l'égalité réelle, et que l'on croit aussi au progrès. Et le progrès doit nous conduire à la fois à continuer à croire à la science, à continuer à croire à l'activité humaine, y compris à la production, mais il doit nous conduire aussi à mettre ce que la science nous apprend au service des enjeux contemporains, et notamment de la préservation de la vie sur la planète. Si l'on croit à tout cela à la fois, alors
il faut parvenir à redonner à l'idéal républicain de la consistance et de la force. Et si nous ne parvenons pas à donner à l'idéal républicain par un travail intellectuel, de réflexion, de mise en perspective de ce à quoi nous croyons, de la force, alors ce sont les populismes qui triompheront, ce ne sont pas les idéaux auxquels nous croyons qui convaincront. Nous aurons politiquement échoué parce que nous aurons été intellectuellement incapables de gagner la bataille. Toutes les victoires politiques commencent par un travail de conceptualisation, de mise en perspective intellectuelle. Et si la gauche est faible aujourd'hui, c'est parce qu'elle a oublié l'amont de la victoire politique, c'est-à-dire le travail de construction intellectuelle, et qu'elle confond la répétition de poncifs, la multiplication des postures, généralement les plus faciles et les plus attendues, avec la réflexion intellectuelle sans laquelle il n'y a pas de victoire politique. Et donc, moi, j'invite la gauche à être un peu plus dans la réflexion, dans la profondeur des choses, un peu moins dans les postures, et un peu plus dans la volonté de convaincre de nouveau. Convaincre n'est pas séduire. Et convaincre n'est pas non plus suivre le flot de tous ceux qui parlent le plus fort sans nécessairement parler le plus juste. C'est-à-dire, ce n'est pas le flot des radicalités ou la convergence des radicalités qui fait la juste pensée. Je crois au contraire que dans la période que nous vivons, le travail intellectuel dont je parle, la régénérescence de la République, va avec le retour de l'esprit de nuance. Parce que la nuance, c'est le courage. Et la radicalité, c'est la faiblesse, si je devais dire les choses de façon radicale, donc un peu schématique. En introduction, vous évoquiez l'idée que dans l'idéal républicain, on devait servir le plus grand nombre. Et dans ce plus grand nombre, Vous devez servir, pardon. le plus grand nombre. Oui. Et donc, dans ce plus grand nombre, il y a à la fois une nouvelle génération qui arrive et la France périphérique, pardon, que vous évoquiez tout à l'heure. Une France qui se sent délaissée. Donc, la tradition républicaine française étant issue des idées révolutionnaires, elle a été construite avec cette idée d'universalisme qui affirme l'égalité des droits des individus indépendamment de leurs caractéristiques personnelles. Vous évoquiez tout à l'heure l'idée de générations qui arrivaient en France et à qui on expliquait donc qu'il fallait faire des études pour avoir une bonne situation, et on se rend compte que malgré l'effort des études, la situation promise par l'idéal républicain n'est pas forcément au rendez-vous. Aujourd'hui, à l'inverse, une partie de la gauche soutient une critique de cet universalisme à travers des mouvements intersectionnalistes, racialistes, plus généralement différentialistes. Elle considère que l'universalisme cache ces inégalités réelles des citoyens en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, de leur genre, que ce soit devant la police, devant l'accès à l'emploi ou devant le débat public. Donc, je précise quand même que ces thèses sont issues d'une doctrine sociologique et elles ont été transposées donc sur le registre politique. Comment interprétez-vous ces critiques de la promesse républicaine et comment répondre à cette conception peut-être actualisée de l'universalisme et de l'idéal républicain? Il y aurait beaucoup de choses à dire pour répondre à votre question et je vais essayer quand même de les dire toutes. Et comme il y a beaucoup de choses à dire, je veux les dire toutes, je vais les dire de façon synthétique, pour en tout cas m'y employer. Premier élément, je ne pense pas que la République soit le régime du plus grand nombre. Je pense que l'évolution du pouvoir dans la République passe par le suffrage universel et par conséquent a quelque chose à voir avec le principe majoritaire. Ça, c'est pour les mécanismes de dévolution du pouvoir dans la République adossée à la démocratie. Mais ce qui caractérise la République, ce n'est pas la volonté de répondre aux aspirations du plus grand nombre, parce qu'il peut arriver que le plus grand nombre se trompe et qu'il ne faut jamais confondre le peuple avec la foule. Ce qui fait la force de la République et la distingue des régimes démagogiques, et il y a toujours un risque de la démocratie de se transformer en régime démagogique. Déjà, sous la Grèce antique, les philosophes parlaient de l'oclocratie, qui était une forme de dégénérescence de la démocratie en régime démagogique. Ce n'est pas le régime du plus grand nombre, la République. C'est un dispositif institutionnel qui octroie le pouvoir selon des principes démocratiques et notamment le principe majoritaire, mais qui repose non pas sur les aspirations de la foule, mais sur une conception exigeante de l'intérêt général, ce qui est tout à fait différent. Et comment est-ce que l'on fait en sorte
dans un régime politique qu'il y ait suffisamment de clarté dans l'énoncé des valeurs et des principes, suffisamment de sens donné à l'action publique pour qu'on puisse à certains moments, quand tout va mal, s'ériger au-dessus des instincts de la foule collectivement et individuellement, et parfois des individus le font. Le général de Gaulle l'a fait à certains moments de notre histoire, Pierre Mendès France l'a fait aussi, mais ils l'ont fait en amenant avec eux, grande partie des Français, du peuple, non pas de la foule. Il faut toujours distinguer, Victor Hugo le faisait fort bien, le peuple de la foule, en portant une vision d'intérêt général et en faisant un travail intellectuel. Donc, je tiens à préciser ça, parce que la nuance a de l'importance. L'intérêt général, le peuple, et non pas la foule et les instincts, et les emportements, parce que c'est là aussi que se joue une partie du débat, parce que la foule, elle n'a pas l'unité du peuple, elle peut être un facteur de dislocation lorsqu'elle se laisse emporter par les mauvais instincts, et on l'a vu dans l'histoire. Deuxième élément sur l'universalisme. Bon. L'universalisme, dans l'idéal républicain, doit être énoncé de façon claire, intellectuellement et politiquement. Qu'est-ce que l'universalisme? C'est cette foi profonde, ancrée dans le cœur de générations et de générations d'humanistes, qui considéraient que notre appartenance à l'espèce humaine emportait avec elle toute différence qui pouvait résulter de nos convictions politiques, religieuses, de nos appartenances ethniques, de nos provenances géographiques, etc. C'est-à-dire que l'appartenance à l'espèce humaine était suffisamment sacrée et nous rassemblait suffisamment les uns des autres en nous faisant nous ressembler les uns aux autres pour que nous ayons une conscience aiguë d'appartenir à une même espèce qui, par son appartenance à cette espèce, pouvait porter des valeurs universelles qui transcendaient toutes les autres appartenances qui, du coup, devenaient secondaires. Et c'est au nom de cet universalisme-là, et au nom de cette conscience que nous appartenions à cette espèce unique, que nous souhaitions l'égalité profonde. Aucun universaliste n'a jamais dit que l'égalité allait de soi, mais tous les universalistes sincères, profonds, appartenant à cette tradition, se sont toujours battus pour que les discriminations, les manifestations d'ostracisme à l'égard de tel ou tel en raison de ses convictions, de sa religion et de sa race, soient considérées politiquement comme inacceptables, précisément parce que nous appartenions à une même famille qui devait être unie pour l'éternité par les liens de la fraternité, de la concorde. Et ce n'est pas parce que la République et l'universalisme ont porté cette pensée que les républicains n'ont pas eu conscience qu'à certains moments de l'histoire de la démocratie ou de la République, il pouvait y avoir des tensions, des discriminations, des formes de manifestations xénophobes et racistes qui pouvaient conduire les sociétés à s'éloigner de cet idéal. Et d'ailleurs, nous avons vu qu'à certains moments de l'histoire de notre pays, au moment du régime de Vichy, nous avons eu un abandon par un certain nombre de nos compatriotes de ces principes, et au bout de cet abandon, une abjection absolue qui a conduit à des actes d'une grande monstruosité. Mais chacun qui était républicain considérait que, encore une fois, l'universalité, en raison de cette conception philosophique, devait nous rendre tout cela haïssable et que la République était finalement un combat que nous devions mener sans cesse. Et que la communauté de valeurs nous permettait de vivre ensemble par-delà ce qui nous séparait. Là où j'ai une opposition fondamentale avec la gauche dont vous parliez tout à l'heure, c'est qu'elle change le paradigme. Elle change le paradigme pour des raisons qui ne sont pas le produit d'un travail intellectuel, mais pour des raisons qui sont le résultat d'un opportunisme politique, d'un situationnisme politique et d'un cynisme politique que je condamne au nom de l'éthique. Parce que expliquer que la République est tout entière organisée pour discriminer
pour reléguer, pour pointer du doigt certains à l'intérieur de la République en raison de la couleur de leur peau, etc. Et que par conséquent, la représentation de la République en fonction d'appartenance raciale, ethnique, politique, religieuse deviendrait subitement légitime et que les confrontations que cela engendrerait en raison de la difficulté de la République à tenir non seulement sa promesse, mais en raison de la volonté politique assumée de la République de la trahir, que tout cela deviendrait acceptable. Je pense que raisonner comme ça, c'est monstrueux, parce que les républicains ont toujours su que c'était un combat, que la lutte contre les discriminations et la relégation, que ce combat dans le temps long de l'histoire a quand même permis de renforcer l'égalité et de lutter contre toutes les formes de haine et de racisme, que globalement la société française n'est pas une société qui organise politiquement, volontairement, sciemment, comme un projet, la discrimination, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas de discrimination en son sein, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de consubstantialité de la République à la discrimination, ce qui est différent. Et vous voyez que la pensée est nuancée et qu'elle n'est pas dans les représentations, les postures radicales, et que dire cela, c'est donner une représentation fausse de la République en instrumentalisant des difficultés pour susciter des comportements de révolte et atteindre l'objectif que l'on souhaite atteindre, en atteignant finalement les institutions de la République et de l'État dans leur dimension précisément universelle et de capacité à représenter l'intérêt général. Or, cela est un poison pour la nation, pour la République, pour la concorde, pour la fraternité, pour l'ordre public, pour le respect de l'autre. Et donc cette gauche-là est une gauche qui a toujours été minoritaire, dont je suis convaincu qu'elle le demeure encore, parce qu'il faut distinguer la gauche des appareils de l'électorat de gauche dans sa majorité, mais qui prend seule la parole aujourd'hui parce qu'on la lui donne, y compris notre famille politique, trop aisément, et qu'il faut, pour gagner intellectuellement la bataille, dire ce que nous sommes et le dire clairement. Et je ne crois pas non plus aux gauches irréconciliables, parce que je pense que ce que nous représentons historiquement, intellectuellement, politiquement, si nous sommes capables de dire ce que nous sommes, avec le minimum de capacité, de conceptualisation, de mise en perspective de ce qu'est notre projet politique, réduira cette gauche minoritaire à ce qu'elle a toujours été dans l'histoire de la gauche, c'est-à-dire une marginalité. Et donc, il n'y a pas de dimension irréconciliable, il y a simplement un devoir pour la gauche humaniste de réduire la gauche dont vous venez de parler et qui est dans l'instrumentalisation cynique de certaines souffrances à la part de marginalité dans laquelle elle doit être replacée, parce que l'audience qu'elle se donne à elle-même n'a qu'un résultat à la fin. C'est l'empêchement de la gauche de poursuivre sur un chemin de crête, qui est toujours un chemin excerpé, son ambition humaniste, et la possibilité pour la droite et l'extrême droite de se partager le pouvoir pour longtemps. Et le sondage auquel je faisais référence tout à l'heure, sur le second tour de l'élection présidentielle, qui est un sondage qui ne peut que glacer le sang de n'importe quel humaniste de gauche, est le témoignage de la grande réussite de cette stratégie sur le plan politique. Merci beaucoup. Donc, justement, on parlait un peu des mouvements sociaux et justement, le paradoxe avec les mouvements sociaux, comme celui par exemple des Gilets jaunes, c'est souvent en fait qu'on a un paradoxe donc, entre une demande de baisse de la pression fiscale, mais aussi d'une plus grande présence des services publics. Et je pense que c'est encore un grand enjeu, surtout à gauche. Donc, comment, selon vous, est-il possible de répondre à ces deux sentiments pourtant opposés? Et quel rôle les services publics de proximité peuvent-ils jouer dans la républicain? Et est-ce qu'il y en a un que vous identifiez particulièrement comme important dans cette perspective? D'abord, le positionnement qui est le mien et qui
que je répète à chaque fois que l'occasion en est donnée, parce que ça me paraît politiquement déterminant que de le faire, qui est un positionnement clair sur la question de la radicalisation d'une certaine gauche et de l'expression de ce qu'est la tradition de la gauche humaniste en France. Et je le fais pourquoi? Je le fais non pas parce que je pense que toute forme de revendication, y compris vive, et je pense aux Gilets jaunes, est inadmissible dans le pays. Je pense que tout phénomène social qui exprime une revendication, une colère, une tension, doit être appréhendé intellectuellement, politiquement, dans ses causes, ses fondements, y compris si l'on veut apaiser le pays. On ne peut parvenir à surmonter vraiment que ce que l'on s'emploie à comprendre. Et on est condamné à ne jamais parvenir à apaiser des forces qui expriment un mécontentement et que l'on tient dans le plus grand mépris. Et le mépris, le cynisme en politique, la volonté de séduction à tout prix par la convocation du cynisme certains jours, de la séduction d'autres jours, du mépris le plus souvent, conduit à la radicalisation des mouvements sociaux. Je pense aussi que toute une série de concepts qui n'ont aucune réalité dans l'histoire politique française, qui est faite de réflexion sur les institutions, sur les partis politiques, sur les corps intermédiaires, et qui remettent en cause tout cela à la fois à travers la verticalité, la jupitérisation de la vie politique française, le refus du dialogue avec les syndicats et le refus de la reconnaissance du compromis avec les organisations syndicales ou de la nécessité de la modernisation des partis au motif que nous serions dans une période nouvelle où la numérisation permettrait une relation directe entre les représentants du peuple et le peuple lui-même, permettant de la réduction à néant de toutes les formes d'organisation où l'on pense, où l'on échange, où l'on propose, où l'on met en perspective des projets politiques pour convaincre, tout cela aboutit à un processus d'abaissement, d'effacement et de déréliction démocratique qui accroît la colère et augmente la radicalité. Et si l'on joue avec la radicalité comme avec une substance disruptive et transgressive, les institutions finissent par se venger parfois en s'effondrant. Et donc, il y a là pour moi un sujet d'une extrême gravité qui mérite d'être analysé pour ce qu'il est et qui mérite qu'on soit conscient du fait que la démocratie dans ses institutions constitue un ensemble fragile et que lorsque les mouvements sociaux s'expriment, il faut toujours trouver une issue politique pour faire en sorte que les choses soient apaisées. Une issue politique, c'est des formes d'organisation qui permettent l'expression des revendications. Au bout de ce dialogue avec ces organisations, des compromis qui permettent de dégager des solutions qui apaisent. Et donc, dans la crise des Gilets jaunes, telle que vous l'avez présentée, il y a eu sans doute beaucoup de sentiments de relégation, d'absence d'écoute, de mépris, qui ont résulté à une forme de violence que je n'ai jamais considérée comme acceptable, mais dont je pense qu'elle doit être analysée dans ses causes pour être surmontée, pour apaiser la société française. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, dans la promesse républicaine, unité, indivisibilité de la République, la relation avec les territoires doit être déterminante. Je suis convaincu qu'une grande partie de la solution au mal français, y compris dans la dimension d'émergence des populismes, résulte d'un processus de désertification des territoires qui ne s'explique pas seulement par la relation de la province à Paris, et pas simplement d'ailleurs non plus dans la relation des territoires ruraux, urbains aux grandes métropoles, mais qui s'explique par des processus qui relèvent des modes de vie et qui ont été destructeurs des solidarités humaines et de l'environnement à la fois. Je pense que l'émergence à proximité des villes, petites ou moyennes, de lieux où étaient concentrées des grandes surfaces, aboutissant à l'artificialisation des sols, à la concentration de milliers de mètres carrés de surfaces commerciales où la consommation, la surconsommation et par conséquent le surendettement se trouvaient encouragés, la désertification des centres-bourgs qui en a résulté, la perte de substance
des villes moyennes sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan humain résultant de ce mouvement, l'abandon de territoires entiers ayant vécu ces phénomènes très pernicieux sur le plan de l'urbanisme, de la construction de la ville, d'urbanisme commercial, moins bien desservis par des réseaux de transport en commun, y compris par le train, dont on a vu qu'il était perçu comme un service public ne devant desservir que des lieux où il y avait du monde, et beaucoup de monde, en oubliant de desservir des villages, des bourgs, où il y avait encore des gens qui ne demandaient qu'à y rester dès lors qu'on leur donnait la possibilité de s'y rendre. Que tout cela a été un facteur de dislocation, de difficultés considérables pour des territoires qui étaient déjà confrontés à bien des épreuves. Et puisque nous sommes ce soir sur l'idéal républicain, la dimension territoriale, infrastructurelle, la planification du territoire dans l'organisation de ces pôles économiques, de ces pôles de développement, de ces infrastructures de transport, de ces infrastructures énergétiques. Et je dis planification en ayant conscience que ce mot fut longtemps démodé et qu'il doit redevenir dans un État qui a une ambition pour les territoires, un élément de la stratégie de l'État, tout cela est fondamental pour faire revivre la promesse républicaine. Fondamental. Et il y a beaucoup dans la relation au territoire de la solution à la crise politique que traverse notre pays depuis. Mais il faut aussi aimer les territoires. Il faut aimer les sites, les paysages, les chemins, les cours d'eau, les routes, la France dans la multiplicité de ses dimensions et de ses possibilités, de ses opportunités. Et donc, dans la pensée que nous avons des services publics, il faut que nous ayons une capacité à projeter ce que doit être l'organisation territoriale de la France. Et si lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai voulu engager une grande politique de l'administration déconcentrée de l'État et non pas une grande politique de décentralisation, c'est parce que pour moi, la priorité était dans la capacité de l'État à organiser son administration sur les territoires pour envoyer un signal puissant de sa volonté de faire de l'organisation territoriale une arme pour la renaissance du projet républicain et qui permette, en cas de nouvelle génération de décentralisation, d'éviter que la décentralisation ne soit un processus d'affirmation du pouvoir des élus dans parfois la reconstitution de féodalité locale, sans que cela ne corresponde à une vision de ce que doit être la République et la nation dans l'organisation de ses services, de ses infrastructures de transport, de ses infrastructures énergétiques et de l'aménagement de son territoire. Donc voilà en quelques mots comment je vois le sujet que vous venez de me présenter. Nous souhaiterions revenir très rapidement sur la place des élus, des forces de l'ordre et de la justice, donc des acteurs publics dans le système républicain. La vie politique a connu de nombreuses accusations et même des condamnations de responsables politiques ces dernières années, Jérôme Cahuzac, Nicolas Sarkozy plus récemment. Pourtant, plusieurs obstacles et juridictions d'exception existent encore, comme la Cour de justice de la République, pour le personnel politique de premier plan. Les difficultés d'engager des poursuites judiciaires existent à la fois contre ce personnel politique et des difficultés administratives en ce qui concerne des fonctionnaires. D'après vous, une réforme de moralisation de la vie publique, comme vous l'avez évoqué, plusieurs réformes ont été opérées au cours du dernier quinquennat. Faut-il aller plus loin sur la moralité dans la vie politique? Et je vais laisser Ronan ajouter une dernière question sur une question qui traite plus des forces de l'ordre, en ajoutant qu'il nous reste une vingtaine de minutes pour terminer ce riche entretien. Oui, une autre dimension de notre République, ce sont les forces de l'ordre, les gendarmes et les policiers, qui sont chargés de faire respecter la loi. Il y a moins d'un an, le 4 juin 2020, Arte Radio publiait un documentaire où des policiers de Rouen auraient tenu des propos racistes, antisémites et xénophobes. 3 d'entre eux ont été suspendus. On pense également à l'affaire Adama Traoré, où la police et la gendarmerie, dans une moindre mesure, sont de fait considérés
avec une défiance grandissante par certaines parties de la population, craignent d'être victimes de tels comportements. Notamment, on peut parler aussi des jeunes femmes victimes de viol qui ont peur de déposer de plainte ou le peu de confiance qu'il y a dans la police. Comment pensez-vous que l'on puisse restaurer la confiance entre les forces de l'ordre, dans la police et la gendarmerie et la population? Alors, deux questions très différentes. D'abord, la moralisation de la vie politique. Beaucoup de progrès ont été faits au cours des dernières années et le paysage a considérablement changé en France. La création de l'autorité pour la transparence de la vie publique, qui soumet désormais les élus à une transparence absolue en matière de patrimoine, en matière de conflit d'intérêts, de déclaration d'intérêts, pour être plus précis, la création de la loi Sapin 2, avec la création de l'Agence française anticorruption, qui est un service à compétence nationale qui a des pouvoirs de contrôle dont ne disposait pas le service central de prévention de la corruption, jusqu'à d'ailleurs la possibilité de donner des amendes à des responsables d'entreprises qui n'auraient pas mis en leur sein des dispositifs de prévention et de lutte contre la corruption en œuvre, la possibilité pour la HATVP de travailler avec l'AFA, l'intervention puissante du parquet financier, non pas, comme je l'ai entendu, contre des opposants, mais pour manifester la volonté du gouvernement auquel j'ai appartenu que des fautes très graves, comme celles qui avaient été commises par un ministre du gouvernement, vous l'avez cité tout à l'heure, ne se reproduisent pas, et qu'il puisse y avoir un parquet spécialisé capable de mener sur des infractions de fraude fiscale, de délinquance financière, des investigations lourdes en ayant les moyens de le faire, ce qui était un progrès considérable. La création de la convention judiciaire d'intérêt public, qui n'est pas du tout un dispositif destiné à exonérer ceux qui, dans les entreprises, ont commis des actes de corruption de leur responsabilité pénale, mais qui est au contraire un outil destiné à faire en sorte, que la justice pénale ne passe pas 15 ans après que l'acte de corruption n'ait été commis. Et on a vu qu'un jugement sur l'affaire Karachi est intervenu près de 30 ans après les faits, alors que la convention judiciaire d'intérêt public permet de soumettre les entreprises à une peine, c'est-à-dire à une amende puissante, quelques mois simplement après que les faits de corruption ont été reconnus. Le PNF, qui d'ailleurs négocie ces conventions, mais négocie aussi avec le Department of Justice américain, le fait que lorsque les Américains utilisent leurs droits dans un cadre extraterritorial pour faire payer des amendes à des entreprises européennes, ce soit les juges français, les magistrats français qui conduisent des enquêtes et le Trésor français qui encaisse les amendes, et non pas des juges américains qui, dans un cadre extraterritorial, conduisent les procédures avec le Trésor américain qui perçoivent des milliards d'euros à la place des trésors européens au détriment des contribuables français et européens. Bon. Donc tout cela a été fait. Est-ce que tout cela doit être poursuivi? Ce qui doit être poursuivi, c'est la mise en œuvre. Ce qui doit être poursuivi, c'est le soutien à ces structures. Ce qui doit être poursuivi, c'est cette conception de la République et de la justice qui doit conduire quiconque exerce une responsabilité publique à ne jamais émettre un jugement ni positif ni négatif à l'égard d'une juridiction lorsque on est confronté à l'autorité de la chose jugée. Parce que la démocratie et la République dont on parle ce soir ont quelque chose avec la séparation des pouvoirs, qui veut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Sous la 4e République, la justice était un service public qui ne se distinguait pas des autres. Il a fallu attendre le début de la 5e République pour que le général de Gaulle, contrairement à ce que j'ai lu, non pas relégua la justice au stade d'autorité, parce qu'il ne voulait pas en faire un pouvoir, mais qu'il conféra à la justice le statut d'autorité alors qu'elle était un service public auquel aucune autorité n'était reconnue. Donc la 5e République a été de ce point de vue-là, dans l'histoire institutionnelle de la France, une république qui a rehaussé le rôle de la justice. Donc moi, je ne suis pas favorable à ce que, sur la question de la corruption, on continue à entretenir, comme certains le font, l'idée que tous ceux qui se donnent à la vie publique
se dévouent à la chose publique et à l'intérêt général sont tous corrompus. Par conséquent, il faut se mettre à engendrer un climat où la suspicion serait partout, où le grief serait à chaque coin de rue et où la République deviendrait non pas un système équilibré de pouvoir se regardant et s'équilibrant, mais un système de suspicion généralisée. Il faut approfondir, conforter ce qui a été fait. Pour ce qui concerne la Cour de justice de la République, la Cour de justice de la République, nous avons voulu la supprimer sous le quinquennat précédent, comme nous avons voulu faire une réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu le faire? Parce que du début du quinquennat jusqu'à la fin, nous avions une majorité à l'Assemblée nationale et nous n'avons pas eu, pendant une partie du quinquennat, une majorité au Sénat. Et cette majorité, je vous invite à faire le calcul, n'a jamais représenté une majorité de 3/5 qui garantissait qu'on pût faire une réforme constitutionnelle dans des conditions qui garantissaient son aboutissement. Bon. Et c'est là la difficulté à laquelle on a été confronté, mais je pense que l'inspiration de ces réformes était bonne. C'est pour la première question qui concerne la corruption, l'organisation des institutions. Votre deuxième question concernait les forces de l'ordre. J'ai été ministre de l'Intérieur pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, j'ai vu des choses que je n'ai cessé depuis d'analyser. D'abord, une violence numérique, une violence physique dans les manifestations qui n'a cessé de monter. Et parfois des dérapages. Et effectivement, chez certains policiers gendarmes, des propos et des comportements qui étaient inacceptables. Lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, ils ont été systématiquement dénoncés par une saisine de l'inspection générale de la police nationale et souvent jugés parce que j'ai porté plainte moi-même en vertu de ces comportements lorsqu'ils étaient établis. Lorsque ces comportements constituaient des infractions et des fautes établies après enquête des inspections générales ou que les enquêtes n'étaient pas nécessaires parce que nous avions suffisamment d'éléments pour être certains que la faute avait été commise, j'ai moi-même porté plainte. J'ai porté plainte sans avoir la main qui tremblait parce que je considérais que le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas être derrière les forces de l'ordre. Quoi qu'elles fassent, il devait être devant avec la volonté de leur montrer le chemin. Si j'ai recréé des postes dans la police avec, sous l'impulsion du président de la République, Premier ministre de l'époque, et après avoir ferraillé aussi pour gagner des arbitrages budgétaires, c'est parce que je pensais qu'il ne pouvait pas y avoir de police déontologique sans police en nombre suffisant pour être près des citoyens, et sans une police bien formée. Donc j'ai recréé la direction centrale d'administration centrale de formation de la police, et contrairement à ce que j'ai lu, il n'y a pas eu de diminution des temps de formation de la police lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Il y a eu pour une promotion en pleine crise terroriste, non pas pour tous ceux qui rentraient dans les écoles de police, mais pour ceux qui rentraient dans les écoles de police après avoir été pendant plusieurs mois ou plusieurs années adjoints de sécurité, une réduction du temps de formation, non pas globale, mais dans les écoles pour une mise sur le terrain plus rapide à des fins de résistance à une crise terroriste qui était quand même extrêmement sérieuse. Et dans la création des directions centrales de la formation de la police, il y avait la volonté de faire en sorte que la déontologie soit vraiment présente. Mais ayant cette position, je suis aussi légitime à vous dire que je n'ai jamais été de ceux qui théorisaient, comme parfois certains le font à gauche, la consubstantialité de la violence à la police. Il n'y a pas d'organisation, d'instruction donnée à la police pour qu'elle soit violente dans ce pays. Et j'aimerais d'ailleurs qu'il y ait au Parlement suffisamment d'accord entre les formations politiques pour qu'il y ait des commissions d'enquête parlementaires qui demandent que l'on puisse contrôler les ordres d'opération donnés par les ministres et par les préfets pour que l'on puisse faire la clarté sur ces sujets et que les citoyens puissent aussi avoir accès à ces rapports et qu'il puisse y avoir sur le territoire suffisamment de débats pour que la clarté soit faite sur ce qui relève parfois de manipulation. Quant à l'affaire Traoré dont vous parlez, je suis désolé, mais il y a des procédures judiciaires. Et ces procédures judiciaires, elles s'accomplissent dans un état de droit. S'il y a des fautes commises,
des policiers ou des gendarmes seront sanctionnés. En l'occurrence, il s'agissait de gendarmes. Aussi longtemps que la justice n'a pas établi de responsabilité, mettre en cause, alors qu'il y a eu des expertises nombreuses des policiers et des gendarmes en organisant des manifestations, même si en disant cela, je sais que je vais déplaire à une grande partie de ceux qui manifestent et qui estiment représenter la conscience de la gauche, ce n'est pas dire la vérité. Dire la vérité, c'est laisser la justice accomplir son travail, c'est ne pas mettre en cause des forces de l'ordre quand les faits ne sont pas établis. Et moi, je n'épouse pas les mouvements de la foule, je cherche la vérité. J'ai entendu dire que au lendemain de l'affaire Traoré, je m'étais rendu à Beaumont pour féliciter les gendarmes. J'ai entendu ça sur de multiples chaînes de télévision, lu ça dans de multiples articles. Vous ne trouverez pas une image, un discours, une personne qui m'ait vu à Beaumont pour féliciter les gendarmes. Je suis jamais allé à la rencontre des gendarmes de Beaumont. Aucun d'entre eux ne m'a jamais vu après ces événements, pour la bonne et simple raison qu'il y avait une enquête judiciaire et que j'estimais que c'était à cette enquête judiciaire d'établir les faits et que je n'avais pas à soutenir des gendarmes qui se trouvaient mis en cause aussi longtemps que cette enquête n'avait pas été à son terme, ni à les mettre en cause non plus pour les mêmes raisons. Et ça, c'est la position républicaine que doit avoir un ministre de l'Intérieur, parce que toute autre position n'est pas républicaine. Et donc, cette position est une position que j'assume, y compris publiquement, puisque nous sommes aujourd'hui sur des réseaux sociaux. On ne peut pas à la fois vouloir la justice et ne pas la laisser faire son travail sur des faits aussi graves, en mettant en cause des hommes et des femmes qui sont parfois dans des missions difficiles, sans que leur responsabilité n'ait été établie au terme des enquêtes. Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas la vérité que l'on poursuit, ni la justice que l'on cherche à établir, ce sont des campagnes que l'on cherche à mener pour des raisons politiques. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir, de votre éclairage et de nous avoir permis de mieux comprendre comment réaliser l'idéal républicain. Je sais qu'après cet échange, nous souhaitons encore plus, davantage vous retrouver à nouveau en présentiel dans nos beaux et grands amphithéâtres universitaires. En attendant, je sais que nombreux et une grande partie de nos spectateurs sont des étudiants, beaucoup de juristes et de politistes, d'apprentis juristes ce soir sont là. En quelques brefs mots, en titre de conclusion, que pouvez-vous leur dire pour les encourager à travers cette passe que nous vivons tous? Ce que je veux leur dire, c'est que tout ce qui a fait la force de ce que nous avons été dans l'histoire, c'est-à-dire les forces politiques se battant pour la justice, pour l'idéal républicain, pour l'universalité, pour le droit, c'est-à-dire pour une certaine conception de la relation des citoyens entre eux, des citoyens aux institutions, pour que la notion de respect demeure la pierre angulaire autour de laquelle se construit le vivre ensemble, que tous ces combats aussi qui nous ont conduits à regarder par-delà de nos frontières pour nous associer à tous ceux qui se trouvaient persécutés, martyrisés, poursuivis par des régimes autoritaires, de la guerre d'Espagne à quelques décennies plus tard, les démocrates qui étaient sous le joug du régime de Pinochet, tous ces combats-là qui ont mobilisé tant d'hommes, de femmes dans l'espérance et dans la volonté parfois de voir notre pays changer de gouvernement, cette espérance-là n'a pas disparu. Et tout ce qui a fait la force de ce que nous sommes n'a pas disparu non plus. La seule chose qui a peut-être étiolé sans vraiment totalement disparaître, c'est la conscience profonde de ce qu'est notre héritage dans l'histoire et la responsabilité qui nous incombe de préempter pour le projeter dans l'avenir, non pas avec la volonté de répondre aux emportements du moment, d'être dans le mouvement de la foule, d'être sûr de pouvoir être accueilli par le flot de ceux qui parlent le plus souvent en convoquant la radicalité la plus grande et qui crient fort en oubliant de dire des choses profondes.
Non, ce qui fait notre force et notre singularité, c'est peut-être notre capacité, dès lors que la pente est ce que je viens de dire, de résister à cela en acceptant un peu l'épreuve de la solitude et en acceptant de dire ce que l'on croit, non pas en s'adressant à des appareils pour essayer de trouver le barycentre ou l'épicentre qui pourrait exister entre eux et faire une union sur un petit dénominateur commun qui serait à la fin l'expression d'une pensée totalement réduite et étiolée dans laquelle nous ne nous retrouverions pas. Non, c'est de dire aux Français, pas des appareils, aux Français, quoi qu'ils soient, quelles que soient leurs opinions, ce que nous sommes et ce dont nous avons envie pour le pays. Et à partir du moment où nous nous exprimerons de la sorte, non pas dans des combines ou des combinaisons d'appareils, mais avec la convocation de la sincérité pour dire ce à quoi nous croyons, alors nous verrons jour après jour le nombre de ceux qui nous rejoindront croître et de ceux qui nous feront confiance augmenter à nouveau. Et à ce moment-là, une force, à mon avis, assez irrépressible aura recommencé à naître, qui posera autrement la question de l'union. Parce que si une force renaît par l'expression sincère de ce que nous sommes et la capacité à projeter dans l'avenir ce que nous voulons pour le pays, pour l'Europe et pour le monde, alors ceux qui se refusent à l'union s'y trouveront contraints par la force d'entraînement que représentera ce courant. Et c'est cela le défi que nous avons à accomplir et à relever. Et aussi longtemps que nous ne l'aurons pas relevé, nous ne serons pas en situation de compter et de revenir. Et pour ceux qui veulent que votre génération connaisse à nouveau des grands moments d'espérance, il faut qu'il y ait quelques personnes qui ne soient pas obsédées par leur destin personnel, qui n'aient pas l'esprit arrimé à la prochaine échéance pour laquelle ils se pensent indispensables, mais qui aient suffisamment de détermination et d'amour de leur pays pour dire ce à quoi ils croient et de le dire en prenant le risque de ne pas être dans le mouvement de la foule pour ne pas trahir précisément le peuple de gauche. Merci encore, merci Monsieur Cazeneuve, merci Monsieur le Premier ministre. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de l'entrevue. Et jusqu'ici, portez-vous bien et à bientôt. Merci et bonne Bientôt. soirée. Merci.